Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à PPA et on va parler en particulier du bachelor finance. Mais on a aussi avec nous Cédric Guetty qui est directeur général. Et puis c'est Pierre-Louis Gournou qui est directeur de la pédagogie qui nous parlera du bachelor finance et un petit peu des autres bachelors dans le secteur financier également. Cédric, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est que PPA? Parce que c'est 3 lettres qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on trouve derrière ce grand établissement? Bonjour d'abord. Oui, effectivement, ouais, derrière le mot PPA ou l'acronyme PPA, ce qui veut dire Paris Pôle Alternance, se trouve derrière des familles de programmes, mais on y reviendra tout à l'heure, je vous les présenterai. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que PPA a été créé il y a 20 ans, puisque nous fêtons nos 20 ans cette année. Il y a 20 ans, on était vraiment sur une innovation. J'aime bien le préciser parce que quand on sortait de la fac ou d'une école, il y a une vingtaine d'années, c'était souvent sous forme de stage et si on avait 6 mois, 12 mois d'expérience professionnelle au bout d'un bac+5, c'était un petit peu le bout du monde. Quand PPA s'est créé, on est parti vraiment sur une innovation qui était de dire: «On va délivrer des programmes. Par contre, ce qu'on veut, et ça sera notre différenciation, c'est que les étudiants sortent avec une forte expérience professionnelle». Donc de là, on a permis, il y a 20 ans, de commencer ses études en alternance dès la première année jusqu'à la dernière année. Alors bien entendu, il y a eu l'explosion de l'alternance, on en a beaucoup parlé ces dernières années avec les différents dispositifs du gouvernement, mais on a été vraiment précurseur là-dessus. À quoi ça ressemble une école où les étudiants sont en alternance? Est-ce que ça veut dire que l'école est généralement assez vide ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de vie parce que les étudiants sont là assez souvent? Ah, c'est une bonne question parce que c'est un rythme qui est différent de ce qu'on connaît de l'initial, effectivement. Mais aujourd'hui, PPA, c'est 4 500 étudiants. Donc déjà, pour répondre à votre question, il y a de la vie tous les jours sur nos campus, et notamment parce que nous avons, et on y reviendra, je pense tout à l'heure, des bachelors, des Master of Science et des MBA. On a des cours tous les jours puisque l'objectif, c'est d'avoir des cours qui sont dédiés par semaine à certains programmes. Donc le lundi, mardi, on va avoir par exemple les bachelors première année, etc. Et il y a toujours finalement de la vie quotidiennement. Là, on est à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres campus ailleurs en France? Oui, aujourd'hui, PPA, c'est 18 campus sur toute la France qui vont permettre effectivement de mailler le territoire et répondre aux besoins des familles sur les territoires. Mais ça permet aussi à nos étudiants, puisque vous disiez, aujourd'hui, on est sur Paris, qui ont un projet professionnel ou une belle opportunité professionnelle à Bordeaux, par exemple, ou à Toulon, ils peuvent la saisir et aller suivre leur scolarité sur ce campus-là. Et même répondre à des trajectoires personnelles, parce que nos vies évoluent, elles ne sont pas linéaires. On doit suivre son papa, sa maman, un petit copain, une petite copine, peu importe, on peut attaquer sa scolarité sur Paris et la finir, par exemple, sur Nantes. Vous avez parlé du côté professionnel de l'alternance, des raisons de coller aux besoins des entreprises. Peut-être qu'on pourrait lister tous les avantages de l'alternance. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait de professionnalisation aujourd'hui pour l'étudiant. Les autres avantages de l'alternance, le premier, je dirais que c'est le financement des études. Parce que quand on rentre dans une école, il y a des coûts de formation si on ne va pas à l'université, où les frais de scolarité finalement sont financés par les fonds publics. Les écoles, elles, n'ont pas d'aide. Ce qui veut dire qu'il y a un coût finalement des études. Et ce qui est le même à l'université, hein, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, un étudiant à l'université coûte à peu près 13 000 euros par étudiant. Et on a cette chance aujourd'hui en France que ça soit pris en charge. L'avantage de l'alternance, c'est que c'est exactement la même chose et c'est pris en charge par les entreprises. Le deuxième avantage, c'est qu'en plus, l'étudiant va acquérir une vraie expérience professionnelle, mais en plus, sera aussi rémunéré. Donc, les avantages de l'alternance, c'est vraiment la prise en charge des frais de scolarité et de la professionnalisation à l'issue de la formation. Vous avez parlé de plusieurs secteurs, plusieurs domaines dans lesquels PPA a des bachelors, des masters et des MBA. Est-ce qu'on pourrait les détailler? Aujourd'hui, on a 3 familles de programmes, je vous le disais tout à l'heure. Des bachelors, donc qui vont jusqu'à un bac+3. Des Master of Science, qui sont un bac+4 et bac+5, donc qui délivrent un bac+5. Et des MBA qui vont s'adresser plutôt à des personnes qui vont être soit hors sciences de gestion, qui vont venir du droit, de physique, biologie, qui vont aller chercher une double compétence, ou des personnes en reconversion. Pour revenir sur les bachelors, effectivement, aujourd'hui, on a 9 bachelors. Des bachelors qui vont être dans les différents domaines du monde de l'entreprise. On va avoir un bachelor en marketing, un bachelor en communication, un bachelor en finance, un bachelor en audit, contrôle de gestion, un bachelor en gestion du patrimoine,
un bachelor en supply chain et achat, un bachelor en full English, totalement en anglais, en international business, par exemple. Et on va avoir, dans la suite, 22 Master of Science qui vont permettre d'aller peaufiner son projet professionnel. Puisque les études sur 5 ans, il faut les voir comme un système d'entonnoir. Les premières années vont être des années un peu plus généralistes, et puis on va monter, on va se spécialiser de plus en plus. À l'issue du bachelor, il y a 2 options. Soit j'entre sur le marché du travail, et c'est le principe d'un bachelor. Soit je me dis, j'ai envie d'aller peaufiner mon expertise, mon domaine de compétences, et là, je vais aller sur la fin de l'entonnoir, aller chercher une hyper spécialisation. Donc là, on va retrouver, par exemple, en marketing, une fois que j'ai fait mon bachelor en marketing, je vais avoir le choix, par exemple, avec 6 Master of Science différents dans le domaine du marketing. Ça peut être brand management et chef de produit, ça peut être data marketing et CRM, etc. Les étudiants qui sont en alternance, comment est-ce que vous parvenez à les accompagner, peut-être, de la première année jusqu'à la dernière année? PPA, pour revenir un petit peu à l'essentiel, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est la professionnalisation. On en a parlé, ça passe par l'alternance. Et ça passe bien entendu par des cours qui sont en lien avec les besoins des entreprises. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie. On a une pédagogie, ce qu'on appelle sprint learning. C'est une pédagogie expérientielle. Moi, c'est ce que j'appelle l'apprendre et le comprendre. C'est vraiment la mise en perspective de ce qu'on apprend dans les cours. Dans chaque cours, il y aura toujours une mise en application pratique de ce qui est appris. Et le troisième pilier, pour répondre à votre question, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, pour nous, il est essentiel tout au long du parcours de l'étudiant, c'est-à-dire avant d'entrer à l'école, pendant et après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un étudiant qui postule chez nous, une des raisons, c'est se dire qu'il veut de l'alternance. Il veut faire ses études en alternance. Donc, la condition sine qua non, c'est de trouver l'entreprise. Donc, dès qu'un étudiant est admis à l'école, il passe le concours, son entretien. S'il est admis, on va lui affecter ce qu'on appelle un chargé de relations entreprise. Ce chargé de relations entreprise, dès le début du processus, va le prendre sous son aile, va l'aider à construire son CV, à rédiger sa lettre de motivation, mais aussi à préparer ses entretiens. Ensuite, une fois qu'on a ça, l'étudiant est paré pour commencer à chercher son alternance. On a aussi à l'école, à partir du mois de janvier, tout un tas de dispositifs qui permettent à l'étudiant de trouver son alternance. On a ce qu'on appelle des recrutements dédiés. On en a à peu près 190 par an, où les étudiants vont rencontrer des entreprises et en fait, on va faire le travail de recruteur de l'entreprise. Une entreprise n'a pas le temps de trier son CV. Nous, on va lui sélectionner 10 profils qui correspondent aux compétences recherchées. On va aller sélectionner nos étudiants par rapport à ces compétences-là. Et les étudiants vont rencontrer l'entreprise, soit à l'école, soit dans leurs locaux. Et à la fin, l'entreprise fait son choix. On a aussi ce qu'on appelle des speed meetings. Il y en a 4 dans l'année. C'est une journée où on a à peu près entre 80 et 100 entreprises qui viennent à l'école, sur le campus. Les étudiants viennent habillés de manière professionnelle. Les entreprises proposent 2, 3 alternances chacune. Les étudiants s'inscrivent sur, bien entendu, des postes qui les intéressent. Et à la fin de la journée, l'entreprise fait son choix en disant « je veux tel et tel profil ». Donc cet accompagnement, pour nous, il est stratégique. Et l'étudiant qui, dès qu'il rentre chez nous aussi, à partir du mois de septembre, et dès qu'il va commencer ses cours, s'il est toujours en recherche d'alternance, on va le coacher une fois par semaine pour pouvoir le faire monter en compétences et l'accompagner au plus près pour qu'il puisse trouver son alternance. Donc un vrai accompagnement dans la durée, avant même d'être arrivé chez vous et pendant qu'il est chez vous. Les alternances, elles sont de quelle durée, pendant un bachelor? Alors, sur les bachelors, si vous rentrez en première année, l'alternance sera sur 3 ans. Si vous rentrez en deuxième année, l'alternance, bien entendu, sera sur 2 ans. Et si vous rentrez en dernière année de bachelor, c'est une alternance qui sera sur 1 an. Parce que dès que vous changez de cycle, par contre, il faut que vous changez de contrat d'alternance. Souvent, les jeunes qui sont en alternance peuvent craindre de fait de ne pas vivre l'expérience étudiante parce qu'ils sont déjà finalement en entreprise aussi. Qu'est-ce qu'il en est ici? C'est une vraie question parce que je suis convaincu qu'on a tous vécu notre vie étudiante et ça reste nos plus belles années. On aimerait tous y retourner. On essaie de maintenir à l'école une vraie vie pour les étudiants et on a un BDE aujourd'hui qui est composé de 25 personnes qui s'appelle les Tigers, qui est hyper dynamique, qui organise tout un tas d'événements, que ça soit sur site pour les étudiants ou que ça soit en dehors, donc du style des soirées, etc. Mais on essaye ça de le maintenir en permanence. On a aussi sur le campus plusieurs clubs. On a un club d'investissement, par exemple, pour la filière finance, qui est animé par Pierre-Louis Gourdou, qui permet, mais tout à l'heure, on parlait de pédagogie qui faisait le lien entre la théorie et la pratique. Là, c'est exactement la même chose. On est en train aussi de monter un club de gaming actuellement avec une école du groupe.
Donc voilà, donc il y a tout un tas d'activités qui sont importantes pour nous, pour maintenir aussi cette vie étudiante que nos étudiants doivent vivre. Merci beaucoup. On va passer au bachelor finance. Pierre-Louis, racontez-moi ce que c'est que le bachelor finance. Bonjour, moi je suis Pierre-Louis Gourdou, je suis directeur pédagogique au sein de PPA Business School. Je vais répondre à votre question bien sûr dans un instant. Je voudrais peut-être évoquer d'abord mon métier, ce qu'est être directeur pédagogique, parce que vous allez voir c'est très important je pense dans la compréhension. Directeur pédagogique, ça veut dire que je m'occupe de tout le parcours d'acquisition de compétences et de connaissances de la part des étudiants. Ce qui veut dire que du jour où ils arrivent à PPA jusqu'au jour où ils en sortent, je définis l'ensemble de la progression, les modules qu'ils vont avoir, les professeurs qu'ils vont avoir, pendant combien de temps, etc. Donc chaque détail du programme est connu de moi et il est construit dans une logique globale. J'ai le plaisir de m'occuper à PPA de 3 filières, la filière finance, la filière comptabilité audit et la filière gestion de patrimoine. Et ces 3 filières reposent au départ sur un tronc commun, puis une spécialisation. Et donc tout ça, je dois l'intégrer lorsque je conçois une maquette pédagogique. Pour revenir à la filière finance, je comprends effectivement quand on est parent d'élève, quand on est conseiller d'orientation, quand on est étudiant et que l'on cherche à s'orienter, c'est compliqué de savoir ce que l'on veut faire et surtout de comprendre les subtilités qu'il peut y avoir entre des bachelors qui sont assez proches. Par exemple, vous voyez, la filière finance et la filière comptabilité audit sont assez proches à PPA. Je vais essayer de l'expliquer très simplement. Le point commun de ces 3 filières, c'est qu'elles sont quantitatives. Il faut aimer le chiffre, évidemment, mais il faut aimer le faire parler. Il faut aimer le décortiquer pour lui permettre de parler et de fournir une information. Il faut aimer lui faire produire de l'information pour ensuite prendre des décisions, j'en reparlerai. Imaginez, vous êtes à la sortie du bac, vous savez que vous voulez faire les métiers du chiffre, vous hésitez entre finance et conseil audit. Le rôle de l'étudiant ou de l'étudiante qui va s'orienter vers la filière comptabilité audit, c'est de transformer de la donnée en information. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez. Imaginez que vous preniez un fichier Excel sur lequel, sur chaque ligne, il y a un français. Et imaginez que vous ayez un fichier Excel avec donc 70 millions de lignes. Ça, c'est la donnée, c'est la masse brute qui n'est pas très compréhensible. Une information, par exemple, c'est de dire, eh bien, je vais calculer l'âge moyen. C'est synthétique, mais ça permet derrière de prendre une décision. Donc, le conseil audit transforme la donnée en information. Le financier, donc j'arrive, je peux enfin répondre à votre question, mais j'avais besoin de faire ce détour. Celui ou celle qui veut faire de la finance va transformer cette information en prise de décision. Et quelles sont les 2 décisions fondamentales que l'on prend quand on est en finance, notamment finance d'entreprise? C'est dans quoi j'investis, quels sont les critères que je vais utiliser pour sélectionner des projets d'investissement, qu'est-ce qui fait que je vais miser dans une start-up plutôt qu'une autre, une entreprise plutôt qu'une autre, et comment je me finance. Voilà les 2 questions, et vous aurez donc 3 ans d'apprentissage pour savoir comment y répondre. D'accord, super, super clair. Merci beaucoup pour ce détour, mais effectivement, c'était important de comprendre comment est-ce que vous enseignez et qu'est-ce que vous enseignez. Donc là, vous avez dit un tronc commun du bachelor, donc ça veut dire que sur les 3 ans, il y a 2 ans de cours communs avec gestion patrimoine, conseil audit et finance, c'est ça? Et en 3e année, une spécialisation en quelque sorte sur la finance, avant une autre spécialisation qui serait en master. Hem, Est-ce qu'on peut revenir au début? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Les cours que vous donnez consistent en quoi? Je comprends votre question, effectivement, là aussi elle est très importante pour qu'on puisse bien s'orienter et comprendre ce que l'on va faire. Permettez-moi d'expliquer qu'il y a 3 niveaux. Il y a vraiment ce que j'appelle le tronc commun, celui que vous allez trouver dans toutes les filières de PPA. En fait, dans toutes les écoles de commerce. Dans toutes les filières, vous allez retrouver un peu de comptabilité, un peu de prise de parole en public, un peu de communication, un peu de mathématiques financières, etc. Parce qu'on en a besoin. Qu'on soit un commercial, qu'on soit un gestionnaire de patrimoine, que l'on soit une responsable des ressources humaines, un responsable de ressources humaines, vous avez besoin de ce tronc commun. Puis, vous avez un tronc commun qu'on appelle chez nous GFI, ça veut dire gestion finance, que vous allez retrouver uniquement dans mes 3 filières. Gestion de patrimoine, conseil audit et finance. Ces spécialisations sont une première approche des secteurs que je viens de citer. On va retrouver par exemple des mathématiques financières approfondies, on va retrouver la comptabilité approfondie, on va retrouver des fondamentaux des marchés financiers par exemple, ou certains droits spécifiques. Bref, un tronc donc, qui est commun uniquement aux filières du chiffre. Enfin, vous avez vraiment les spécialisations. Ça commence en 3e année. Donc c'est en 3e année où vraiment vous choisissez de manière définitive la filière finance ou la filière CACG, donc conseil audit, ou la filière gestion de patrimoine. Et les modules que vous allez étudier seront vraiment spécifiques à votre filière. D'accord. On a parlé de cas, on a parlé de fichiers Excel. Concrètement, on apprend avec, de la théorie, on apprend avec de la pratique? Tout simplement, je dirais que ça va dépendre aussi de où vous l'étudiez
et sur qui vous allez tomber. Je vous explique. Ça fait maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans que j'enseigne et j'ai eu le plaisir d'abord d'enseigner pendant 8 ans dans l'éducation nationale. Et dès la première année, lorsque j'ai été stagiaire en 2014, je me souviens, c'était au lycée Descartes à Antony, j'ai tout de suite compris que je ne voulais pas donner des cours classiques. Et j'ai essayé de m'efforcer de créer mes propres outils, parce que j'aime beaucoup créer des outils, pour transmettre la connaissance et la compétence à travers différents formats et les plus ludiques possibles. Et la première année, pour la petite histoire, je suis tombé sur un cours de management et je me suis dit: Comment je peux en management essayer de créer un jeu?» Et en fait, assez naturellement avec Excel, à l'époque, aujourd'hui c'est devenu un site internet, j'ai créé mon premier business game qui s'appelle Market Game. Et je continue, figurez-vous, de l'enseigner aujourd'hui en deuxième année à des bachelors, parce que c'est un jeu de gestion qui est conçu autour de la compréhension de l'aléa et la prise de décision quand on est dans le flou. Et je crois que les personnes qui vont écouter ce podcast comprennent ce que ça veut dire que de devoir prendre une décision dans le flou de l'orientation. Ça a été mon premier jeu. Après, j'ai créé un jeu de gestion publique. Comment enseigner l'économie? Eh ben, tout simplement en étant à la tête d'un gouvernement qui taxe ses habitants et qui doit dépenser cet argent entre 10 ministères. Et donc derrière, mon jeu va produire des informations comme l'inflation, la criminalité, le chômage, le taux de croissance, même les flux migratoires que j'ai modélisés entre pays, etc. Et puis j'ai créé un jeu plus récemment autour de la question de la fiscalité internationale. Voilà, bref, on place des filiales entre différents pays. Donc je m'amuse en fait à créer des jeux et derrière, je vais les donner à jouer aux étudiants à des moments qui vont être assez structurants, comme s'il y avait une suite entre les modules et les jeux et entre les jeux eux-mêmes en réalité. Donc en format d'apprentissage, on a les cours qui sont toujours des cours pratico-pratiques. On n'a pas de cours purement théoriques comme en université. L'objectif, c'est vraiment de donner des compétences qui sont tout de suite demandées sur le marché du travail. Nous avons les business games. Nous avons également ce qu'on appelle la pédagogie sprint learning. Je vais simple, mais en gros, à partir de la troisième année, 6 fois par an pendant une semaine, les étudiants sont en séminaire. Ça veut dire qu'ils vont travailler sur une problématique spécifique, sur un cas pratique qui peut être tiré d'ailleurs d'un vrai client. Et pour vous donner une idée, par exemple en finance, les séminaires, pareil, le contenu, je les construis de telle sorte que on commence chaque séminaire là où s'est arrêté le précédent. Donc il y a un cas fil rouge vraiment annuel. Et à la fin, pour la filière finance, ça terminera, j'en suis très content, par un séminaire qui va les mélanger à des cinquièmes années. Donc en fait, pour la première fois, on va mélanger des troisièmes années et des cinquièmes années pour ceux qui voient la progression. Et ils vont travailler sur des cas d'arbitrage international. Alors, je vais expliquer très simplement. Imaginez, vous avez créé une mine d'or au Venezuela. Elle est reprise par l'État qui veut s'assurer des bénéfices. Et vous dites, bah non, moi je ne suis pas d'accord, j'attaque l'État devant les tribunaux arbitraux. Et donc, une équipe va devoir défendre les intérêts de l'entreprise, une autre va devoir défendre les intérêts de l'État. Et donc, derrière, évidemment, ça va faire appel à toutes les compétences qu'ils auront acquises pendant 3 ans. Très clair. Et puis on imagine qu'il y a effectivement pas que du chiffre, mais effectivement plein de soft skills qui rentrent dans ces débats. Absolument. Vous préparez à quel genre de métier? Qu'est-ce qu'on peut prétendre faire comme métier, peut-être après le bachelor et puis après le master? Quand on est en filière finance, il est important de voir qu'il y a un peu 2 orientations en master. On parlait, tout à l'heure de spécialisation et donc j'ai dit qu'on commençait en fin de troisième année. Je dirais que lorsque l'on intègre un master ou un MSc, Master of Science en quatrième année, il faut essayer de choisir entre la finance d'entreprise et la finance de marché. Là aussi, je me rends compte, puisque je fais beaucoup d'entretiens d'admission, que ça n'est pas très clair dans la tête des étudiants et parfois même des gens qui les orientent. Je vais essayer d'expliquer simplement. Lorsque vous êtes en finance d'entreprise, vous êtes dans ce que l'on appelle la direction des affaires financières d'une entreprise. Donc vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon le DAF ou la DAF. Votre rôle, c'est donc de choisir les projets d'investissement de l'entreprise, selon un certain nombre d'indicateurs, financiers et extra-financiers, j'insiste, mais c'est de plus en plus important, et comment je me finance. Lorsque vous êtes en finance de marché, vous êtes davantage dans ce que l'on appelle la gestion de portefeuille. Ça veut dire que vous avez des fonds, que ce soit les vôtres ou ceux de vos clients, que vous essayez de faire fructifier en misant sur les bons marchés. Évidemment, on voit bien le tronc commun avec la finance d'entreprise parce qu'on n'investit jamais dans une action. Ça ne veut rien dire une action. Une action, c'est une sous-partie d'une entreprise. C'est réel. Donc cela veut dire qu'il faut avoir toutes les connaissances de finance d'entreprise. Mais il y a en même temps des logiques de marché, ce qu'on appelle de la diversification, par exemple, pour réduire les risques, etc. Donc il y a des techniques de gestion de portefeuille et c'est ça que l'on aime quand on fait de la finance de marché. Donc je dirais que quand on est dans la finance d'entreprise, il faut tout comprendre au métier de l'entreprise en elle-même. Quand on est dans la finance de marché, on va ajouter ce point de vue un peu macroéconomique pour faire de meilleurs choix. Un jeune qui termine le bachelor, il a été donc 3 ans d'alternance, il a eu tous vos cours. S'il souhaite travailler en entreprise, quel genre de métier peut-il exercer?
Si vous sortez de la filière finance, vous allez intégrer la direction des affaires financières, mais au départ, sur des postes que l'on appellerait, alors ça dépend de la dénomination, mais assistant du directeur ou de la directrice des affaires financières, ou assistant comptable, puisque certains vont travailler en service comptable sans être même experts comptables, mais ils vont pouvoir faire tout ce travail de préparation de la donnée pour favoriser la prise de décision. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que souvent, les personnes qui font ça, ensuite, ont pour but de progresser. Mais disons que certains vont le faire naturellement en faisant le master pour, je dirais, accélérer, leur montée en carrière. D'autres vont préférer s'arrêter, directement à la fin du bachelor. Je pourrais dire quelque chose qui est très important. J'ai à cœur, et c'est mon métier, c'est mon devoir, de faire en sorte que tous les étudiants soient employables à la fin du bachelor. Pour tout vous dire, pour être très transparent, je pense que sur 100 étudiants à PPA, les derniers chiffres montrent qu'il y en a peut-être 3 ou 4 qui s'arrêtent à la fin du bachelor. C'est très peu. Ils continuent tous en master. Mais les 3 ou 4 qui s'arrêtent dans les 6 mois, parce qu'on fait l'enquête au bout de 6 mois, un, ont un métier et 2, pour l'essentiel, vraiment la très grande majorité, ont un travail dans le secteur qui les concernait. Ça, c'est très important. Quel diplôme délivrez-vous à l'issue de ce bachelor? Alors, il y a 2 choses différentes. Il faut savoir que, et d'abord, c'est une question qui m'est souvent posée, je voudrais la clarifier tout de suite. Quand on est parent, on se dit: «Mais j'envoie mon enfant dans une école de commerce, est-ce qu'elle est reconnue par l'État?» Voilà une vraie question. Alors, je peux vous assurer à 100 sans la moindre ambiguïté, un oui, absolument oui. Mais comment le savoir? Toutes nos filières sont assises sur ce que l'on appelle un titre RNCP. Je fais ça, mais en gros, c'est un document qui vous permet d'avoir la reconnaissance. Ce qui veut dire que lorsque vous faites une année chez nous, ou 2 ou 3, vous obtenez à la fin des crédits, 60 crédits par an, qui vous permettent de candidater dans n'importe quelle autre université, école, centre de formation, pareil reconnu par l'État. Premier point. Le deuxième point, c'est que certaines de nos filières, c'est le cas de la filière finance, ont en plus un diplôme visé. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance supplémentaire de la part de l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'on reconnaît la qualité particulière d'un programme. Donc, ce que nous délivrons à l'issue du bachelor, c'est en même temps le titre RNCP qui permet de valider les crédits et en plus le diplôme PPA. Parce qu'en fait, en soi, un candidat libre pourrait très bien faire les mêmes études. Il faudrait être très autonome, mais c'est possible. En revanche, le diplôme PPA montrera que vous avez suivi la totalité du parcours de PPA, avec y compris tous les extras. On a compris que vous préparez, les cours, le contenu des cours, mais j'imagine que c'est pas vous qui délivrez les cours à l'ensemble des étudiants en bachelor. Qui sont les autres intervenants qui travaillent avec vous? Alors bien sûr, je ne donne pas tous les cours, parce qu'il y a à peu près, pour vous donner une idée en termes de volume horaire, on doit être à 360 ou 380 heures de cours. Je parle même pas des parties examens, 380 heures de cours par an. Je vais vous répondre, mais un point important de PPA, et d'ailleurs c'est vrai dans tout le réseau scolaire, tous les directeurs et directrices pédagogiques doivent, et je suis totalement d'accord avec ça, donner des cours à leurs étudiants. Ça veut dire que je vois tous mes premières années, tous mes deuxièmes années, tous mes troisièmes années, et c'est important dans la logique de construction du cours. Parce que pour l'anecdote, je fais toujours ça maintenant, parce que ça fait 3 ans que je suis à PPA, et donc c'est la première fois que j'ai une cohorte que j'ai suivie sur 3 ans. Au premier cours d'économie, je sème une graine, je leur donne une phrase, et je vous dis, vous savez, un jour vous serez en troisième année. Vous pensez que c'est dans longtemps, moi je vous dis, clignez des yeux, vous y serez. Ben, on se voit 3 ans après, on commence le premier séminaire, et là je leur dis, vous savez, il y a 2 ans, on était ensemble et je vous avais dit que vous risquiez de cligner des yeux et d'être en troisième année. Je dis voilà, vous avez cligné des yeux, vous êtes en troisième année. Maintenant, vous allez voir que la phrase que je vous ai dite il y a 2 ans, et ben maintenant, elle prend son sens. Donc, vous voyez, c'est très important ça. Et ces mêmes idées, je les donne aux intervenants, ce qui veut dire que je sais que dans tel cours, ils vont faire référence à ça. C'est très croisé. Pour les intervenants, quel est leur profil? Je dirais que pour les 2 premières années, on va être des gens qui sont soit d'abord formateurs, soit des gens qui ont bien sûr une expérience professionnelle, mais qui se sont plus ou moins concentrés sur l'apprentissage. Je dis bien plus ou moins, ça dépend desquels. En revanche, à partir de la troisième année, c'est le contraire. On a uniquement des professionnels qui viennent donner quelques heures de cours à PPA, que ce soit en bachelor ou en master. Et c'est très important pour garantir la qualité évidemment des compétences qui sont transmises et toujours l'adéquation avec le marché du travail. Et donc j'ai des échanges quasiment quotidiens avec ces formateurs-là, ces professionnels-là, pour faire évoluer mes maquettes. Comment est-ce que les compétences sont évaluées? Parce que pour un jeune qui est en alternance, il a tout l'enjeu de, être avec son équipe, les projets d'entreprise, qui l'emploient en alternance et puis de suivre les cours et puis j'imagine qu'il y a des moments où il va falloir réviser parce qu'il y a des notes qui doivent être données, c'est ça? Bien sûr, vous touchez du doigt quelque chose qui est plus profond qu'on ne le pense. Comment attester la mesure d'une compétence? Alors je fais un pari qui n'engage que moi, je pense que les diplômes vont disparaître sous leur forme actuelle. Je ne sais pas dans 1 an ou dans 2 ans, je ne suis pas devin. Je vais vous dire pourquoi.
Permettez-moi de faire une toute petite référence, c'est le prof qui parle, mais une référence à une théorie d'un type qui s'appelait Georges Akerlof dans les années 70. Il a dit, vous savez, imaginez que vous vendiez une voiture et que l'acheteur ne peut pas savoir si votre voiture elle est de bonne qualité ou pas. Bah, finalement, il va l'acheter à un prix dérisoire qui ne vous intéressera pas. Il ne restera que les vendeurs de mauvaises voitures. Eh bien, il a dit, Akerlof, comment on contourne le problème? C'est en créant un signal, un document. C'est le contrôle technique. Bah, finalement, qu'est-ce qu'un diplôme? C'est le contrôle technique de l'étudiant. Lorsqu'il va faire un recrutement, bien sûr qu'il va y avoir ce moment d'échange pendant 10 minutes, 20 minutes où le recruteur va essayer de tester le candidat, mais finalement, il va surtout tester une personnalité. Très peu les compétences. Le diplôme, c'est un signal qui dit j'ai atteint un certain niveau. Mais en fait, c'est une boîte noire. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut dire que derrière le diplôme, il y a un référentiel de compétences. Et je m'efforce évidemment au quotidien de le suivre, c'est la base. Mais il y a toujours une partie boîte noire. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il est possible de faire avec les nouveaux outils. IA ou pas IA, c'est pas le problème. On arrive à aller à l'intérieur de cette boîte noire et à mesurer des compétences de manière extrêmement fine. Imaginez que demain, vous généralisiez ce système à toutes les formes de compétences. Il n'y aura plus besoin d'avoir un diplôme. Vous n'aurez que des certifications qui remplaceront le diplôme et qui seront beaucoup plus précises. J'en parle personnellement parce que j'ai créé un outil comme ça, donc je vois bien de quoi on parle. Donc concrètement, aujourd'hui, puisque ce système n'est pas encore complètement arrivé, nous sommes dans le diplôme. Donc nous avons, bien sûr, à la fin de chaque trimestre, des examens, ce qu'on appelle des épreuves certifiantes. Et donc l'idée, c'est de valider ces épreuves certifiantes. Quand on a validé toutes les épreuves certifiantes, on peut avoir validé le bachelor, en lien avec tout le référentiel RNCP. Le format peut être différent. Parfois, ce sont des écrits, parfois, ce sont des oraux. Par exemple, je trouve que à la fin des séminaires dont j'ai parlé tout à l'heure, il est toujours intéressant d'avoir une restitution orale avec un jury composé d'experts qui va vraiment aller vous sonder dans la profondeur de vos connaissances. Et je porte une attention très importante à toutes les moyennes obtenues durant ces séminaires. Et je suis toujours avec et derrière les profs pour leur demander de vraiment avoir un niveau d'exigence qui soit élevé parce que trop longtemps, vous savez, je viens de l'éducation nationale et je respecte beaucoup, j'ai adoré cette expérience, mais j'ai vu trop souvent des formateurs peut-être qui confondaient la bienveillance et la naïveté et je crois très important de ne jamais baisser le niveau d'exigence. Voilà. Et donc ça se voit au niveau des oraux. Vous avez parlé d'exigence, c'est un mot qu'on n'entend pas forcément souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vais mettre les pieds dans le plat et pas me faire peut-être que des amis, mais je l'ai dit, je le redis ici, j'ai fait 8 ans dans l'éducation nationale et clairement, c'est une expérience que j'ai adorée. En revanche, il y a un point, c'est celui qui m'a fait partir. J'ai trouvé qu'à force, notamment dans les BTS, parce que j'enseignais en BTS, le niveau d'exigence ne cessait de baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouvait notamment à l'oral avec des étudiants qui étaient tous très sympathiques, le problème n'est pas là, mais dont on sentait bien qu'ils n'avaient plus acquis les compétences qui, à mon avis, justifiaient de délivrer le diplôme. Et derrière, pour des questions que je passe ici, moi je me souviens l'avoir fait plusieurs fois, hein. J'arrivais au moment du jury du BTS et avant même de dire bonjour, on disait soyez bienveillant. Mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire être bienveillant. Je ne crois pas être malveillant. Moi je sais que je fais un travail qui consiste à attester ou pas d'un niveau de compétence. Comment ça se traduit à PPA? Le jour où je fais l'amphi de rentrée, j'ai devant moi 150, 200, 300 étudiants et je leur dis la chose suivante, vraiment avec ces mots-là. Je leur dis votre vie, elle est unique. Vos problèmes, de votre point de vue, ils sont uniques et ils sont parfois très lourds. Simplement, vous n'obtiendrez pas votre diplôme parce que vous avez eu des problèmes, mais malgré les problèmes que vous allez rencontrer. Parce que je leur dis, avoir un problème n'est pas une compétence. Mon métier, c'est de vous accompagner le plus possible en mettant toute l'énergie que je peux pour que vous puissiez acquérir vos compétences malgré vos problèmes. Et ce que savent les étudiants, c'est que en tant que directeur pédagogique, ils peuvent me contacter à tout moment de n'importe quelle manière que ce soit et me confier tous leurs problèmes parce que de leur point de vue, il est unique. De mon point de vue, c'est une statistique. Un étudiant qui a eu un problème, je peux être sûr qu'un autre étudiant a déjà eu ce problème-là et ils savent qu'ils peuvent me confier des problèmes parfois très lourds, très humains, très intimes. Et il n'y a aucun jugement, aucun tabou avec moi. Mais ça n'est pas une compétence. Ça veut dire qu'à la fin, l'étudiant aura atteint le niveau d'exigence ou ne l'aura pas atteint. Il m'arrive parfois de faire redoubler des étudiants et je peux vous assurer que d'abord, ce n'est pas une décision, ce n'est pas à la tête du client. C'est un seuil qui est atteint ou pas. Et je vois parfois des étudiants qui redoublent en sachant tous les problèmes qu'ils ont à affronter et j'en suis le premier désolé, mais je ne cède pas. C'est ça aussi que je leur dis. Être parfois manager, c'est accepter de mettre de côté une petite part d'humanité si derrière, ça peut aider l'ensemble. Et il m'est arrivé, pour la petite anecdote, je le salue aussi, Christian, qui est un étudiant que j'avais fait redoubler l'année dernière en 3e année. Et franchement, il n'était pas loin du fameux 10. Mais j'ai dit, vous savez, Christian, 10, c'est le minimum absolu. En dessous de 10, on est en dessous du minimum absolu. Sur le coup, quand il a redoublé, il m'en a un petit peu voulu. Et puis, il a refait une 3e année. Il est passé de 10 de moyenne à 14.
Et à la fin, je vous jure que c'est vrai, on fait son oral de fin, il vient me serrer la main, il me dit: «Vous savez, monsieur Gourdou, l'année dernière, j'étais pas content qu'on m'ait fait redoubler, hein. Bah, je pense que c'était la meilleure décision de ma vie. Parce qu'en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise et on sentait qu'il avait beaucoup plus d'ambition pour la suite». Et ben voilà, c'est ça, l'exigence que j'essaie d'apporter. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé d'IA, d'intelligence artificielle. Comment voyez-vous, l'impact de l'IA dans, à la fois les formations et l'insertion professionnelle des jeunes? Bien sûr, l'IA contribue à transformer le monde de l'entreprise et bien évidemment que nous tenons compte de l'IA dans nos formations. Je pourrais vous expliquer comment on apprend aux étudiants à faire du prompt, et cetera, mais je crois qu'il y a une question plus profonde. Vous êtes parent et vous vous dites, «Est-ce que ça vaut le coup que mon enfant aille en alternance?» C'est compliqué l'alternance, surtout dès le post-bac. On a 18 ans, on n'a pas de compétences professionnelles particulières, les entreprises doivent s'engager pour 3 ans. C'est très courageux comme choix et donc il y a le risque de ne pas trouver. Écoutez, je fais ce pari, je m'adresse à tous les parents ici, tous les conseillers d'orientation, toutes les personnes qui se posent la question. Je fais un pari, on verra bien si j'ai raison ou pas. Pourquoi je crois au contraire que le système de l'alternance va se renforcer? Regardez bien, un étudiant aujourd'hui qui arrive à 18 ans, pendant 5 ans, va être formé dans son entreprise et bien sûr par nous. Au bout de 5 ans, cet étudiant aura, donc à 23 ans, 24 ans, 5 ans d'expérience professionnelle où il se sera heurté au monde de l'entreprise, à ses difficultés, aura surmonté les obstacles. Inversement, si vous faites 5 ans d'études, entre guillemets, purement théoriques, avec très peu de stages en entreprise, vous allez passer 5 ans à acquérir des connaissances que l'IA connaît déjà. Derrière, vous êtes une entreprise. Vous faites confiance à qui? Eh bien, moi, je crois que l'alternance va se renforcer parce que précisément, l'IA va remplacer les personnes qui n'auront été que dans l'acquisition de connaissances générales, parce qu'elle les a déjà, et elle les a même de manière encore plus profonde, alors que l'expérience métier, ça ne se remplace pas. Et donc, je pense que les entreprises vont faire ce choix-là. Je le vois déjà dans par exemple, les cabinets de droit qui ne prennent plus de stagiaires parce qu'ils peuvent prendre des IA. Sauf que si vous ne formez plus de juniors, vous n'aurez plus de seniors. Je pense que ça va se voir dans les 3 ou 4 prochaines années et ça va être une catastrophe. Et donc, je pense au contraire que l'alternance, c'est ça qui permettra de contourner ce problème. C'est le pari que je fais. On va parler maintenant, si vous voulez bien, des modalités d'inscription au bachelor. Comment ça se passe pour postuler? On ne peut plus simple, ppa.fr, et vous avez un bouton bien mis en évidence, c'est quand même une école privée, candidater. Et donc tout simplement, quand vous allez cliquer sur le bouton candidater, vous allez être pris en main par le service admission qui va vous positionner selon votre volonté, soit un mercredi, soit un samedi. Le mercredi, les concours sont en distanciel et le samedi, sauf exception, ils sont en présentiel. Il n'y en a pas un qui soit plus facile que l'autre, ce sont uniquement 2 modalités distinctes. Ce qui est certain, c'est que vous allez devoir fournir tout votre relevé de notes et si vous avez déjà validé une année précédente, l'attestation de validité. C'est très important, je ne vais pas vous le cacher, chaque année, sur les, je sais pas combien, 10 000 12 000 candidats, il y en a toujours une fraction qui, nous donne des faux documents. On le sait, on a tout ce qu'il faut pour le découvrir. Ou alors, qui joue la montre en ne donnant pas le document: «Non mais j'ai pas encore fini mon année, je vous enverrai quand ce sera prêt» et ils pensent qu'on va oublier. Je veux dire que la vérification, elle est systématique parce qu'il en va de la validité de leur diplôme. Parce qu'à la fin, lorsqu'ils valident leur bac+3, tout est recontrôlé une dernière fois. Si jamais, vous vous rendez compte, au dernier moment, on se rendait compte qu'un étudiant, en fait, n'a pas validé sa première année, c'est 3 ans d'études pour rien. Donc c'est vraiment important. Je m'adresse aussi aux étudiants qui, en leur fort intérieur, pourraient parfois être tentés, pour ne pas avoir à refaire une année, de peut-être jouer un peu avec les règles. Non, surtout ne jouez pas avec les règles parce que, au-delà du fait que c'est une fraude et que c'est moralement condamnable, et cetera, c'est votre avenir que vous condamnez. Parce que si vous n'avez pas validé une année, c'est que vous n'aviez pas le niveau. Petit chiffre, petite perspective. Une carrière, c'est 40 ans. Redoubler, c'est 1 an. Ça veut dire 5% du temps. Donc réinvestissez ces 5% pour réussir les 95 autres pourcents. Voilà, ne prenez pas de raccourci. Donc pour candidater, bouton candidater, un oral avec un responsable de la filière, le relevé de notes et un test, vous avez un test d'anglais je crois et un QCM de culture générale, éventuellement quelques questions sur votre filière si vous candidatez en 2e ou 3e année. Alors nous avons effectivement en plus des places sur Parcoursup. On peut faire les 2, un n'exclut pas l'autre, donc les deux possibilités sont ouvertes. Je voudrais qu'on conclue cet entretien, en vous demandant si vous avez un conseil à fournir aux parents. Écoutez, je vais vous répondre, là encore, j'espère ou je pense que vous le sentez, mais de manière personnelle. J'ai été étudiant et j'ai été au lycée. Pour vous donner un peu mon profil, quand j'étais vraiment je parle petit, maternelle, primaire et cetera et collège, je m'en sortais bien, j'étais premier de la classe, mes parents qui travaillaient, beaucoup, maintenant sont en retraite, mais voilà, c'était mes parents, je les voyais à 6 heures du matin et à 9 heures du soir.
ne se sont pas du tout occupés de mes études parce qu'ils n'avaient pas le temps. Donc je l'ai fait un peu de manière autonome. Je dis ça aussi parce que chez PPA, je vois aussi des étudiants qui sont en autonomie, pas toujours pour les bonnes raisons. J'étais premier de la classe et puis arrivé au fin du collège, début de lycée, vous savez, l'adolescence, on se transforme et j'ai commencé à baisser, notamment dans les matières scientifiques. Je sentais vraiment un blocage. J'ai une grande sœur, Olivia, qui a 50 plus que moi et première de la classe aussi, une femme très intelligente et qui était bonne dans les sciences. Et puis mes parents étaient gentiment conservateurs. Bah, si on veut faire des bonnes études, il faut faire S, évidemment, à l'époque, les filières S, scientifiques. Sauf que moi, plus j'avançais, plus je me sentais mal à l'aise. Je sentais que j'allais m'écrouler, en fait, si j'allais en filière scientifique. Alors, pour prendre virage à 180 degrés, je finis un jour par dire à mes parents, écoutez, je ne veux pas aller en S, je veux faire une filière littéraire. Parce que comme j'aimais bien écrire, littéraire, mon Dieu, catastrophe. Ah ouais, la réaction typique des parents. Et bon, on a trouvé un compromis. Je vais faire ES, économie. Et là, je me souviendrai toute ma vie. J'ai un cours, 2 heures, avec madame Nominé, Catherine Nominé, que je salue. En sortant du cours, je me suis dit: «Ça y est, j'ai compris, ce sera là» et je n'ai plus jamais abandonné cette idée, j'ai adoré et en fait, je me suis révélé dans cette filière après, j'ai fait une prépa, j'ai fait, Normale Sup, tout ça, en lien avec l'économie. Je serais passé complètement à côté de ma vie si mes parents m'avaient forcé dans mon orientation et je les en remercie tous les jours. Bon, il a fallu les convaincre un petit peu, mais qu'ils aient eu, à un moment donné, cette capacité de parents d'écouter leur enfant qui disait: «Écoutez, on va vers la catastrophe. Je ne veux pas vers ça. Je suis en souffrance si vous m'obligez à faire ça». Je comprends les parents qui veulent forcer. Je sais que ça ne part pas d'une mauvaise intention. Je comprends qu'ils veulent la réussite de leurs enfants, qu'ils ont une certaine idée de ce qu'est la réussite, mais vous risquez surtout de créer des gens malheureux. Je me souviens très bien avoir eu en conseil de discipline un étudiant qui avait plus de 60 absences, qui n'était pas un mauvais étudiant, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et en creusant, je finis par comprendre cette souffrance. L'étudiant qui est là parce qu'il n'a pas choisi, parce que ses parents l'ont plus ou moins obligé à être là. Et en fait, je l'ai aidé à se réorienter. Pour la petite anecdote, je parle d'une génération précédente, mais peut-être que vous vous rappellerez Charlotte Valandré, qui était une comédienne. Je me rappellerai toujours parce qu'elle m'a fait un déclic ce jour-là. Elle donne une interview et elle raconte comment elle est devenue comédienne. Elle voulait le faire depuis longtemps et elle a intégré un service comptable. Alors, elle n'est pas passée par PPA, ça n'existait pas encore, mais elle faisait de la comptabilité. Et un jour, elle dit: «Je n'en peux plus, je veux faire de la comédie». Et elle va devant son patron. Vous imaginez le patron de PME très classique, et cetera. Elle passe devant lui et elle lui explique. Et elle s'est dit: «Je m'attendais à ce que mon patron rit en disant: "Mais qu'est-ce que tu racontes?"» Et en fait, il a été très sérieux. Il a dit: «Tu sais, Charlotte, je comprends très bien. Parce que pourquoi je suis à la tête de cette entreprise? Parce que mon père est mort, j'ai dû la reprendre. En fait, ce que je voulais faire, c'est être danseur de claquettes». Et elle a vu tout le drame de ce type qui est passé à côté de sa vie parce qu'il n'a pas pu réaliser son rêve. Et donc, je dis en tant que parent, si vous voulez le bonheur de vos enfants, écoutez-les vraiment. Écoutez-les totalement, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Parfois, ce sont les étudiants qui tout simplement se trompent, ils n'ont pas aussi une certaine vision, mais ne les forcez pas dans leur nature parce que vous ferez des gens malheureux. Aidez-les à s'orienter. Faites des journées portes ouvertes. Allez rencontrer des directeurs, directrices pédagogiques, des équipes pédagogiques. Discutez avec eux. Et c'est comme ça que vous pourrez faire les bons choix ou en tout cas les moins mauvais. La première année, elle est faite pour tester. Pas de panique, ça je dis aussi aux étudiants. Si finalement, au bout de 3 4 mois, vous sentez que ça n'est pas l'endroit où vous devez être, pas de panique. Parlez-en, discutez-en, vous ne serez jamais jugé, vous serez réorienté. Bah, merci beaucoup. On a parlé de chiffres, on a parlé beaucoup d'humains. C'était très intéressant. Je vous en prie, merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.